La pluie balayait Paris ce soir-là, fine, froide, presque cruelle. Les réverbères fondaient dans le brouillard jaune et les phares se dissolvaient dans des halos flous. Clara Delcourt, directrice du groupe Varenne Logistique, serrait le volant de son SUV noir, les jointures blanchies par la tension. Elle suivait une vieille berline grise qui roulait lentement devant elle, dans un quartier qu'elle ne connaissait qu'à travers des rapports de sécurité. L'homme au volant s'appelait Julien Marchand, le concierge de nuit de son siège social. Depuis 3 soirs, Clara l'avait vu quitter le bâtiment après minuit avec 2 gros sacs de sport. Toujours les mêmes. Toujours pleins. Des stocks de gants, des pansements, des boîtes de biscuits disparaissaient mystérieusement de la réserve médicale. Tout indiquait un vol. Clara aimait les chiffres, les preuves, les conclusions nettes. Et cette fois, les chiffres ne mentaient pas. Mais lorsque la voiture de Julien s'engagea sous un vieux pont près de la porte d'Aubervilliers et s'arrêta devant un amas de cartons détrempés, Clara sentit son cœur ralentir. Dans la lumière tremblante d'un lampadaire, elle le vit sortir. Il tenait un petit garçon dans ses bras, un gamin aux joues sales, la cheville en sang. Julien s'agenouilla, nettoya la plaie avec une douceur méthodique, banda la jambe, puis sortit d'un sac un thermos fumant. Il servit de la soupe, distribua des couvertures, des ponchos, des gants. Près d'un caddie rouillé, une pancarte écrite au crayon tremblait sous la pluie. « Merci, monsieur Marchand. » Clara resta figée. L'homme qu'elle pensait voleur nourrissait les oubliés de la ville, silencieusement, sans caméra, sans projecteur. Pourquoi ferait-il cela? Et surtout, pourquoi elle, Clara, celle qui ne croyait qu'en la rentabilité, se sentait-elle soudain si honteuse? Le monde de Clara. À 34 ans, Clara Delcourt ne croyait plus en la tendresse. Elle avait repris Varenne Group à 26 ans, après la mort brutale de ses parents dans un accident sur la 13. En 8 ans, elle avait transformé une PME moribonde en empire logistique. Le siège, une tour de 40 étages près de la Défense, brillait d'acier et de verre, un monument à l'efficacité. Les chiffres y régnaient en maître. Les couloirs sentaient la climatisation et le contrôle. Clara s'y déplaçait comme une ombre nette, tailleur gris, talons sobres, cheveux tirés. On la disait brillante, glaciale, inébranlable. Elle préférait ça. La froideur, c'était la sécurité. Mais sous la carapace, un souvenir persistait. Elle avait 7 ans lorsqu'elle avait attendu seule des heures dans un hôpital après le malaise de sa mère. Personne n'était venu. Elle s'était juré, ce jour-là, de ne plus jamais dépendre de la bonté de quiconque. L'homme de l'ombre. Julien Marchand, 36 ans, savait réparer. Mécanicien, puis technicien de terrain dans l'armée, il avait appris à reconstruire dans le bruit et la poussière. 5 ans plus tôt, un incendie avait ravagé l'immeuble où il vivait avec sa femme et leur bébé. Il avait sauvé sa fille, Adèle. Pas sa femme. Depuis, l'odeur du bois brûlé lui serrait la poitrine. Il avait quitté les interventions et pris ce poste de veilleur de nuit, simple, régulier, sans décision lourde. Mais il n'avait jamais cessé de réparer. Au début, il apportait un sandwich à un sans-abri devant la bouche du métro. Puis une couverture à une femme malade. Puis des pansements pour un adolescent blessé. Et, sans s'en rendre compte, il avait bâti un rituel, un réseau de solidarité nocturne. Il appelait ça dans son carnet, la louche de minuit. Pas de site web. Pas de dons. Juste des mains. De l'écoute. De la chaleur humaine. Et une fillette de 8 ans qui l'aidait à plier les ponchos et compter les biscuits. Adèle savait. Elle était fière de lui. Et cela suffisait. La rencontre. Ce soir-là, sous la pluie, Clara fit un pas de trop. Un caillou glissa sous sa semelle, son téléphone tomba dans une flaque. Un bruit sec. Les têtes se tournèrent. Une petite fille s'approcha, ramassa le portable et le lui tendit. « Vous avez fait tomber ça, madame, dit-elle doucement. Merci. Vous venez pour la soupe ?» Clara n'eut pas le temps de répondre. Julien leva les yeux, leurs regards se croisèrent. Aucune surprise dans le sien, juste un calme tranquille. Il s'avança. « Bonsoir, madame Delcourt, dit-il. Vous saviez que je vous suivais ? Oui. Vous cherchiez un voleur, je suppose. Oui. Eh bien, vous l'avez trouvé. Mais pas celui que vous croyez. » Sous la pluie battante, entre deux mondes, la femme des chiffres et l'homme des ombres se regardèrent en silence. Et, sans le savoir encore, chacun venait de fissurer la certitude de l'autre. Clara ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta dans son appartement perché au-dessus du parc Monceau, les rideaux ouverts sur une ville qui brillait comme une machine en marche. Sur la table, les dossiers s'empilaient à bilan, prévisions, graphiques. Des choses concrètes. Mesurables. Mais ce soir, tout semblait creux. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait Julien, agenouillé dans la boue, les mains couvertes de pluie et de sang séché, bandant la cheville d'un enfant inconnu. Elle revoyait Adèle, avec son sourire timide et ses doigts tachés de crayon. Et la pancarte, « Merci, monsieur Marchand ». Elle avait passé sa vie à croire que la bonté était une faiblesse, que le monde appartenait à ceux qui savaient le maîtriser.
Mais là, pour la première fois depuis longtemps, son système de valeurs vacillait. À 5 heures du matin, Clara alluma la lampe de bureau. Elle consulta le dossier du concierge. Julien Marchand, 36 ans. Employé depuis 5 ans. Aucun incident. Pas de dette. Pas de plainte. Pas même un retard. Un fantôme administratif. Elle chercha son nom en ligne. Rien. Pas de réseaux sociaux, pas de photos, pas de traces. C'était comme si l'homme n'existait que dans les marges. Et pourtant, il avait bâti dans ces marges un monde invisible, un monde plus humain que le sien. Le lendemain, au siège de Varenne Group, les couloirs semblaient encore plus froids qu'à l'accoutumée. Les employés passaient à côté d'elle avec un mélange de respect et de crainte. Dans l'ascenseur, Viviane Bréel, directrice de la communication, l'observa du coin de l'œil. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle. « Vous avez l'air ailleurs. » « Je réfléchis, » répondit Clara sèchement. Viviane haussa un sourcil. « À propos du rapport sur les stocks ? » ?»« Exactement. » « Mensonge. » Clara avait prévu de convoquer la sécurité, mais au moment d'appeler, son doigt s'était arrêté au-dessus du bouton. Et si je me trompais encore ? Et si cette vérité-là valait plus que les règles ? Le soir venu, elle retourna au même endroit. Pas en SUV cette fois. À pied, sous un vieux parapluie, vêtue d'un manteau sombre et de baskets. Elle resta à distance. Julien était déjà là, les gestes précis, les mouvements économes, comme un rituel appris par cœur. Il disposait 3 marmites sur un petit réchaud, alignait des bols, des cuillères, notait des prénoms dans un carnet élimé. Des silhouettes émergeaient des ténèbres, une femme qui toussait, un vieil homme au manteau troué, un adolescent qui tremblait de froid. Julien les saluait par leur nom. Les écoutait. Les soignait. Ce n'était pas de la charité. C'était une organisation, un réseau de survie silencieux. Et lui, au centre, humble, méthodique, inlassable. Clara s'approcha, sans savoir pourquoi. Julien leva les yeux, la reconnut, esquissa un sourire. « Vous êtes revenu. »« Oui. Vous pouvez aider, si vous voulez. » La louche est là. Elle resta un instant figée. La présidente de Varenne Logistique, l'une des femmes d'affaires les plus redoutées de Paris, se retrouvait à tenir une simple louche au-dessus d'une marmite. Ses mains tremblaient. Elle versa trop. La soupe déborda sur le trottoir. « Doucement, » dit Julien en lui attrapant le poignet. Sa main était chaude, ferme, apaisante. « Comme ça. » Il guida son geste, lentement. La louche se vida proprement dans le bol. « Parfait. » Une petite voix résonna derrière eux. « Vous êtes douée, madame. » C'était Adèle, les joues rouges sous la capuche. « C'est vrai, » murmura Clara, un sourire timide au bord des lèvres. « Je m'améliore. » Les heures passèrent. La pluie s'était arrêtée, remplacée par la brume. Clara servait sans penser à rien d'autre qu'à ses mains qui tendaient des bols. Elle écoutait des bribes d'histoire, un ancien chef d'équipe licencié, une mère seule dormant dans une voiture, un jeune homme qui dessinait sur des cartons. Chaque voix ajoutait une fissure à son armure. Quand il ne resta plus rien à servir, Julien éteignit le réchaud et s'assit sur une caisse. « Vous n'avez pas peur d'être vu ici ?» demanda-t-il doucement. « J'ai passé ma vie à être vu. Et je n'ai jamais eu aussi honte. » « De quoi ? » ?»« De ne rien avoir vu, justement. » Julien hocha la tête. « Alors vous voyez maintenant. C'est un début. » Clara rentra à pied, les baskets pleines de boue, le cœur plus lourd mais plus vivant qu'il ne l'avait jamais été. Ce soir-là, elle ne regarda pas ses chiffres. Elle regarda ses mains, encore tachées de soupe et d'humanité. Les jours suivants, Clara Delcourt tenta de reprendre le cours normal de sa vie. Réunion, tableau de bord, contrat à signer. Mais rien n'était normal. Sous la surface lisse des présentations PowerPoint, son esprit dérivait sans cesse vers le pont d'Aubervilliers, vers Julien, vers cette humanité qu'elle n'avait jamais su mesurer. Chaque matin, elle enfilait son tailleur, ajustait sa montre suisse, fixait son reflet dans la vitre. Mais quelque chose dans ce reflet la dérangeait. C'était comme voir une étrangère élégante, certes, mais creuse. Un soir, après une longue journée, elle envoya un message à Viviane Bréel. « Je m'occupe personnellement de la situation Marchand. Ne préviens pas la sécurité. Je veux comprendre avant d'agir. » Viviane répondit en moins d'1 minute. « Tu es sûre, Clara ? On parle d'un vol répété. »« Je suis sûre, » écrivit-elle simplement. Et elle l'était le plus qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Cette nuit-là, Clara retourna sous le pont. Pas en spectatrice cette fois, mais en participante. Julien l'accueillit d'un simple signe de tête. Aucune question, aucune curiosité. Juste une reconnaissance tranquille. « Vous n'êtes pas obligé de revenir, » dit-il. « Je sais. Alors pourquoi ? Parce que je crois que j'en ai besoin. » Julien la fixa un instant, puis hocha doucement la tête. « Alors servez, » dit-il. Ils travaillèrent côte à côte. La soupe fumait dans la nuit froide. Adèle courait d'un groupe à l'autre, sa petite lampe frontale éclairant des visages reconnaissants. Clara écoutait, observait, apprenait. Elle n'avait jamais su que la pauvreté avait une odeur,
celle du métal mouillé, du carton, du café tiède. Elle n'avait jamais compris que la compassion pouvait être silencieuse. Vers minuit, alors que la distribution touchait à sa fin, 3 silhouettes s'approchèrent de l'autre côté de la rue. Des hommes. Jeunes, nerveux. L'un portait un blouson en cuir, les 2 autres des capuches. Julien les remarqua aussitôt. Son dos se redressa. Un léger changement dans son regard, de la douceur à la vigilance. « Ce sont qui » chuchota Clara. « Des types du quartier. Ils viennent parfois réclamer leur part. » Les 3 s'avancèrent. Alors, Marchand, toujours en train de jouer au héros, lança celui au blouson. « On ne fait que nourrir les gens, » répondit calmement Julien. « Nourrir coûte. Protection coûte. Tu nous dois. » Julien resta immobile. « Je ne te dois rien. » Le ton se durcit. L'homme fit un pas, attrapa le petit coffre où Julien gardait quelques billets pour les urgences médicales. Clara, sans réfléchir, s'interposa. « Laissez-le, dit-elle d'une voix ferme. » Le regard du type glissa sur elle, de haut en bas. « Eh ben, on dirait qu'il a trouvé une mécène. » « Reculez, » ordonna Julien, sa voix soudain plus grave. Mais un des hommes agrippa le bras de Clara. Elle sentit ses ongles s'enfoncer dans sa peau. Puis, d'un geste sec, Julien le repoussa. Un bruit sourd, une tension suspendue. « Tu veux jouer au soldat ? » ?»« Non. Mais je sais le faire, » répondit Julien d'un ton glacial. Avant que la situation n'explose, des phares apparurent au bout de la rue. Une voiture s'arrêta. Un homme massif en sortit, Flynn, le gardien de nuit du siège, ancien policier. « Problème ici ?» lança-t-il d'une voix grave. Les 3 hommes reculèrent, puis disparurent dans l'obscurité. Flynn les suivit du regard avant de se tourner vers Clara. « Vous allez bien, Madame Delcourt ?»« Oui, » murmura-t-elle, tremblante. Julien s'approcha, observa la marque rouge sur son poignet. Il la prit doucement entre ses doigts, sortit un petit flacon d'alcool et un pansement. « Vous auriez pu être blessé. Vous aussi. C'est le risque. » Leurs yeux se croisèrent. Pendant un instant, tout se tut. Plus de pluie, plus de peur, plus de règles. Juste ce lien inattendu, fragile, né d'un acte de courage partagé. Dans la voiture de Flynn, sur le chemin du retour, Clara resta silencieuse. Le bruit du moteur couvrait à peine le battement de son cœur. Julien, assis à côté d'elle, fixait la route. Ses mains portaient encore des traces de désinfectant et de fatigue. Elle voulut parler, mais aucune phrase ne semblait à la hauteur de ce qu'elle ressentait. Finalement, elle dit simplement « Merci. Vous n'aviez pas à intervenir, » répondit-il. « Et vous non plus. » Il tourna la tête vers elle. Un mince sourire. « Alors, on est quitte. » Ce soir-là, dans son lit, Clara sentit quelque chose bouger en elle, une chaleur douce, inquiétante, nouvelle. Et elle comprit que ce qu'elle avait vu sous ce pont n'était pas seulement un acte de bonté. C'était une vérité qu'elle ne pourrait plus ignorer. La tempête n'arriva pas tout de suite. Elle prit d'abord la forme de petits murmures dans les couloirs de Varenne Group, de mais non lus, de regards qui se détournaient quand Clara passait. Puis, un matin, les journaux en ligne s'enflammèrent. La PDG de Varenne détournant des ressources pour une œuvre caritative secrète. Clara Delcourt accusée d'utiliser des fonds d'entreprise pour redorer son image. Les mots s'étalaient en lettres noires. Les photos, floues, la montraient sous le pont, une louche à la main, à côté de Julien et d'Adèle. Une journaliste avait reçu une fuite anonyme. Et Clara savait déjà qui avait orchestré tout cela. Damien Cross, directeur financier, se tenait dans la salle de réunion du 32 étage, son éternel costume gris perle ajusté au millimètre. Ses yeux pâles brillaient d'une satisfaction froide. Il aimait les chiffres presque autant que le pouvoir et Clara lui avait toujours semblé trop jeune, trop indépendante, trop brillante pour rester à sa place. Maintenant, il tenait son moment. « Clara », commença Olivier Garnier, président du conseil d'administration, la voix pleine de gravité. « Ces accusations sont sérieuses. » « Ce ne sont pas des accusations, » répondit-elle d'un ton maîtrisé. « J'ai fait ce que j'estimais juste. » Damien croisa les bras, la mine faussement pensive. « Juste ? Vous avez autorisé un employé à utiliser nos stocks pour nourrir des sans-abri. C'est noble, certes, mais illégal. Il n'y a eu aucun profit personnel, » répliqua TL. « Le préjudice d'image suffit, » coupa Olivier. « Les investisseurs exigent des réponses. » Viviane Bréel tenta d'intervenir. « Nous pouvons encore contrôler la narration. On monte un communiqué, on transforme ça en initiative officielle de RCE. Une opération pilote de solidarité. » Clara secoua la tête. « Non. Non. » répéta Damien, moqueur. « Vous refusez de sauver votre poste ? Ce serait trahir Julien et tout ce qu'il a construit. Ce projet n'est pas une façade marketing. » Un silence glacé tomba sur la table. Puis Olivier soupira. « Très bien. Vous me forcez la main. Le conseil vous suspend à titre provisoire. En attendant, M. Cross reprendra la direction financière et opérationnelle. »
Et votre concierge, ajouta-t-il avec dédain, sera congédié dès cet après-midi. Clara sentit le monde se rétrécir autour d'elle. Mais elle ne céda pas. Vous faites une erreur, murmura-t-elle. Une erreur qui vous coûtera cher. Damien sourit sans répondre. Le soir même, les accès de Clara furent désactivés. Badge refusé, téléphone professionnel bloqué, bureau scellé. Elle quitta la tour sous les flashs des journalistes. La pluie tombait encore, comme un rappel du lieu où tout avait commencé. Elle appela Julien. Sa voix trembla à peine. Ils t'ont viré. Je sais. Flynn m'a prévenu. Je suis désolé. Ne le sois pas. On savait que ça arriverait un jour. Elle entendit Adèle rire à l'arrière-plan. Tu es avec elle? Toujours. On s'en sortira. Mais dans sa voix, Clara entendit une fatigue qu'elle n'avait jamais remarquée. Une lassitude silencieuse, celle d'un homme qui portait trop longtemps le monde sur ses épaules. Pendant 3 jours, la ville la rejeta. Les journaux continuaient de titrer. La reine de glace du business rattrapée par l'émotion. Une philanthropie illégale, le scandale Delcourt. Les messages de soutien se comptaient sur les doigts d'une main. Viviane tenta de l'appeler, mais Clara refusa. Elle savait ce qu'il fallait faire. Ce qu'elle avait appris de Julien, quand tout s'effondre, on recommence par la vérité. Elle passa 2 nuits à fouiller les archives numériques de Varennes, grâce à des accès qu'elle connaissait mieux que quiconque. Et c'est là, dans un dossier oublié, qu'elle vit les premiers signes. Des transferts bancaires minuscules, réguliers, vers une société écran au Luxembourg. Des chiffres qui ne collaient pas. Et une écriture familière en marge d'un document scanné. La signature anguleuse de Damien Cross. Un frisson parcourut Clara. Le véritable voleur n'était pas sous un pont. Il était dans une salle de réunion, avec une montre en diamant au poignet. Le lendemain matin, elle appela Viviane. J'ai besoin d'un avocat. Discret. Pourquoi faire? Pour prouver qu'ils ont licencié la mauvaise personne. Viviane hésita, puis souffla. J'espère que tu sais dans quoi tu t'engages. Je sais. Cette fois, je ne me battrai pas pour un empire. Je me battrai pour ce qui est juste. Dans un café du XI, entre 2 tasses de café froid, Maître Garneau, avocat méthodique, fit défiler les relevés bancaires sur son écran. Vous avez de quoi les faire tomber, Madame Delcourt. Mais ça va être violent. Je n'ai plus rien à perdre, répondit-elle calmement. Cette nuit-là, Clara retourna sous le pont. Julien y était, malgré tout, avec 2 marmites et sa fille endormie sur une couverture. Le vent portait l'odeur du gazole et de la soupe. Il leva les yeux quand elle approcha. Je vais le faire tomber, dit-elle sans préambule. Qui? Cross. L'homme qui t'a fait virer. Ce n'est pas ton combat. Si, maintenant. Parce que toi, tu t'es battu pour des inconnus. Et moi, je me battrai pour toi. Julien la regarda longuement. Puis, lentement, il hocha la tête. Alors on le fera à notre manière. Pas pour l'argent. Pas pour l'honneur. Pour la vérité. La pluie recommença à tomber, fine et droite comme une promesse. Et cette fois, Clara ne chercha pas à s'en protéger. Le matin du 5e jour, le ciel de Paris était lourd, comme s'il retenait sa respiration. Clara Delcourt marchait le long du quai de Seine, son dossier serré contre elle, un dossier capable de faire tomber un empire. Les preuves étaient là, transferts dissimulés, fausses factures, signatures truquées. Et au cœur de la toile, Damien Cross, l'homme qui avait voulu la détruire pour prendre sa place. Elle n'avait pas dormi. Son regard était fixe, déterminé, presque calme. Elle n'était plus la PDG distante et glaciale qu'on redoutait dans les couloirs. Elle était une femme qui avait tout perdu, et qui n'avait plus peur de rien. Viviane Bréel l'attendait à la terrasse d'un petit café discret, manteau beige, lunettes noires, l'air nerveux. « Tu es folle » murmura-t-elle dès que Clara s'assit. « Non. Je suis libre. » Tu comptes vraiment organiser une conférence de presse? Pas dans une salle climatisée. Pas avec des micros dorés et des discours préparés. Ou alors? Clara leva les yeux vers le ciel gris. Là où tout a commencé. Sous le pont. Viviane resta muette quelques secondes. Puis un mince sourire étira ses lèvres. C'est du génie, ou du suicide? Peut-être les deux, répondit Clara. 2 heures plus tard, les journalistes affluaient sous le viaduc d'Aubervilliers, guidés par des alertes anonymes. Ils s'attendaient à un scandale, à un mea culpa. Ils trouvèrent une scène différente. Des marmites fumantes, des couvertures étalées, des silhouettes reconnaissantes. Et, au milieu, Clara, en jean et veste sombre, micro en main, la pluie fine perlant sur ses cheveux. Les caméras s'allumèrent. Les flashs crépitèrent. Elle prit une inspiration, puis parla d'une voix claire. Mon nom est Clara Delcourt. J'étais la directrice de Varennes Logistique. Il y a 2 semaines, j'ai suivi un de mes employés parce que je pensais qu'il volait notre entreprise. Un murmure parcourut la foule. J'avais raison. Il volait des gants, des pansements, des boîtes de biscuits. Pause. Mais pas pour lui. Pour eux. Elle désigna les hommes et femmes rassemblés autour.
Des sans-abri, des familles, des bénévoles venus soutenir Julien. Julien Marchand a utilisé nos ressources pour sauver des vies. Il a réparé ce que notre société a oublié, la dignité. Les journalistes échangeaient des regards, hésitant entre la surprise et le respect. Clara reprit. Mais pendant qu'il offrait des repas avec des thermos, un autre détournait des centaines de milliers d'euros vers une société écran. Elle leva un dossier scellé. Voici les preuves. Transfert, signature, comptes offshore. Le responsable s'appelle Damien Cross. Un brouhaha monta. Comme si le destin s'en mêlait, une voiture noire s'arrêta à quelques mètres. Damien en descendit, l'air blême, accompagné de 2 avocats. « C'est absurde !» cria-t-il. « Non » répondit une voix derrière Clara. « C'est documenté. » C'était Maître Garneau, l'avocat de Clara, accompagné d'un huissier. Les preuves avaient déjà été transmises à la brigade financière. Les journalistes filmaient tout. Damien tenta de garder contenance. « C'est une vengeance. Une histoire inventée par une femme déchue, amoureuse de son concierge. » Clara soutint son regard sans ciller. « Non, monsieur Cross. C'est la réalité. Et si aimer quelqu'un qui agit par humanité est une faute, alors je l'assume. » Les policiers s'avancèrent. Le cliquetis des menottes résonna sous le pont comme un écho de justice. Damien fut conduit vers la voiture, son regard haineux croisant celui de Clara une dernière fois. Le soir même, les journaux avaient changé de ton. Clara Delcourt blanchie, le vrai coupable arrêté. Le concierge au grand cœur inspire un nouveau modèle social. Olivier Garnier convoqua une réunion d'urgence du conseil. Sa voix, tremblante au téléphone, trahissait la peur. « Clara, reviens. Le conseil veut te réintégrer. »« Je ne reviens pas, » répondit-elle calmement. « Mais, le public t'admire. Tu pourrais tout reprendre. »« Non. Parce que pour la première fois, j'ai compris que tout reprendre, ce serait tout perdre. » Elle raccrocha. Le bruit de la pluie sur la vitre lui sembla doux, presque apaisant. Sous le pont, Julien servait encore la soupe. Les gens riaient, parlaient, se racontaient leur journée. Clara s'approcha, main dans les poches. Il leva les yeux, surpris. « Tu as manqué ta conférence, plaisanta-t-il. »« Je crois que non. » Il sourit, un vrai sourire, rare et sincère. « Alors, tu l'as fait. »« On l'a fait. » Ils restèrent un instant en silence, observant la file qui avançait calmement. Puis Julien murmura. « Ce soir, il pleut, mais je crois qu'il fait plus chaud que d'habitude. » Clara sourit. « C'est peut-être ça, le miracle. » Un an plus tard, la pluie tombait encore sur Paris, mais elle ne paraissait plus hostile. Sous le pont d'Aubervilliers, il n'y avait plus de tentes déchirées ni de casseroles posées à même le sol. À leur place s'élevait désormais un grand hangar rénové, peint de couleur claire, avec des fenêtres hautes qui laissaient entrer la lumière du matin. Au-dessus de la porte, une plaque sobre portait une inscription gravée. « Fondation Marchand, la bonté est un pouvoir réel. » Julien avait voulu refuser ce nom, bien sûr. Mais Adèle, maintenant âgée de 9 ans, avait croisé les bras et déclaré. « Papa, c'est toi qui as commencé tout ça. » Et maman dit que les héros n'ont pas le droit d'être modestes. Clara, derrière elle, avait souri doucement sans la corriger. À l'intérieur, les effluves de café chaud se mêlaient à celles du pain frais. Des bénévoles s'activaient, rangeant des vêtements, préparant le déjeuner, remplissant des dossiers de réinsertion. Des anciens bénéficiaires travaillaient maintenant ici, cuisiniers, infirmiers, enseignants bénévoles. Ce lieu n'était plus un abri temporaire, c'était une communauté vivante. Clara passait chaque matin saluer les équipes avant de rejoindre son petit bureau vitré. Pas un bureau de PDG, mais un espace partagé, où les rires couvraient souvent le bruit du clavier. Elle n'était plus Clara Delcourt, la femme d'affaires inébranlable. Elle était Clara, simplement. Une femme qui avait trouvé autre chose que des chiffres, un sens. Ce samedi-là, c'était le jour de l'inauguration officielle. La fondation accueillait ses premiers enfants pour un programme d'alphabétisation. Les caméras étaient là, mais cette fois, Clara ne ressentait ni trac, ni peur. Elle savait que ce qu'il filmait n'était pas une image à polir, c'était la vérité. Julien, vêtu d'une chemise propre mais froissée, vérifiait les tables. Flynn, l'ancien gardien, organisait la sécurité avec une efficacité militaire. Et Viviane, oui, Viviane, gérait les journalistes, le sourire aux lèvres, cette fois pour une cause qu'elle croyait sincèrement juste. Quand tout fut prêt, Clara prit le micro. Sa voix trembla un peu, puis s'affermit. Il y a 1 an, j'ai suivi un homme parce que je pensais qu'il volait. Et j'avais raison. Mais il volait de quoi redonner de la vie à ceux que le monde avait oubliés. Cet homme m'a appris que la compassion ne se mesure pas en pourcentage de marge, mais en secondes offertes à quelqu'un d'autre. Elle marqua une pause, son regard se posant sur Julien, debout au fond de la salle, Adèle dans ses bras. Aujourd'hui, ce lieu n'appartient à personne. Il appartient à tous. Et chaque bol de soupe, chaque livre, chaque sourire est un rappel que la bonté, même petite, change tout. Applaudissements. Certains pleuraient. D'autres riaient. Julien s'approcha doucement,
posa sa main sur son épaule. Tu étais faite pour parler au cœur des gens, dit-il. Non, répondit-elle, émue. C'est toi qui m'as appris à écouter. Plus tard, alors que la fête battait son plein, Adèle courut vers eux avec son Polaroid. Un dernier, cria-t-elle. Ils se placèrent devant la plaque, main dans la main. Flash. La photo sortit lentement. Clara la prit entre ses doigts, observant l'image se révéler, elle, Julien, et la petite fille au sourire éclatant. Derrière eux, les bénévoles servaient les repas, les enfants dessinaient, la pluie s'arrêtait peu à peu. Adèle accrocha la photo au mur d'entrée, là où les visiteurs déposaient leurs messages. Sous l'image, elle écrivit en lettres irrégulières. La maison, c'est là où on choisit de rester. Clara sentit sa gorge se serrer. Julien l'enlaça doucement, et pour la première fois depuis longtemps, elle laissa ses larmes couler sans honte. Ce n'étaient pas des larmes de perte, c'étaient des larmes de vie retrouvée. Ce soir-là, quand tout le monde fut parti, ils restèrent seuls, assis sur le seuil du centre. La ville, au loin, vibrait sous les néons. Julien prit sa main. « Tu regrettes » demanda-t-il doucement. « Pas une seconde. Même après tout ce que tu as perdu ?» Elle tourna la tête vers lui, son regard calme et clair. « J'ai perdu des chiffres, des murs, des apparences. Mais j'ai trouvé toi. J'ai trouvé eux. Et surtout, j'ai trouvé moi. » Ils restèrent ainsi, silencieux, tandis qu'une nouvelle averse commençait à tomber. Mais cette pluie-là n'était plus triste. Elle lavait le passé, nourrissait les racines d'un futur qu'ils construiraient ensemble. Le lendemain matin, avant l'aube, Clara revint seule au centre. Elle ouvrit les volets, fit chauffer l'eau pour le café, respira profondément. Une lumière dorée filtrait déjà à travers les vitres. Elle prit la photo d'Adèle accrochée au mur, la contempla longuement. Puis, dans un murmure, elle dit « Merci pour m'avoir volé, Julien, pour m'avoir volé ma solitude. » Et, dans le silence de la salle, on aurait juré entendre un souffle léger. Comme si la ville elle-même répondait « Bienvenue à la maison. »